Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mon petit-fils m'a dit, ma vie serait plus facile sans toi sur mon chemin, mais il a parlé trop tôt. Le thé m'a éclaboussé le visage, et pendant un instant, toute ma conscience a été envahie par la douleur. Mais ce n'était pas la brûlure physique qui faisait le plus mal. C'était le regard dans les yeux de Toby lorsqu'il m'a jeté la tasse, froid et calculateur, comme si je n'étais rien d'autre qu'un obstacle à éliminer. Ma vie serait plus facile sans toi sur mon chemin, cracha-t-il, me dominant alors que je m'effondrais au sol, serrant ma joue brûlante. Ce n'était pas le petit-fils que j'avais élevé après le départ de mon fils à l'étranger. Ce n'était pas le garçon qui se blottissait contre moi lorsque je lui racontais des histoires. Ce garçon-là avait disparu, remplacé par un inconnu qui me voyait uniquement comme un moyen d'atteindre ses fins. Je m'appelle Hazel et à 78 ans, je n'avais jamais imaginé que j'aurais peur chez moi, dans cette maison où j'avais vécu pendant 43 ans, où j'avais élevé mon fils, affronté la mort de mon mari, et construit une vie remplie de souvenirs précieux. Chaque recoin de cette maison avait une histoire, des marques de taille sur le cadre de la porte de la cuisine, à la petite bosse dans le mur du salon, souvenir du jour où Toby avait essayé de pratiquer le baseball à l'intérieur, alors qu'il n'avait que 9 ans. Lorsque Toby est arrivé il y a 3 mois, j'étais folle de joie. Mon petit-fils venait enfin me rendre visite. Cela faisait des années que je ne l'avais pas vu, depuis que son père, mon unique enfant, avait déménagé à l'étranger après son divorce. J'avais préparé son plat préféré, aéré la chambre d'amis, mis des rideaux frais et déposé des fleurs sauvages sur la table de chevet. « Grand-mère Hazel », m'avait-il dit en me serrant dans ses bras, avec cette précision qu'avec du recul, je reconnais maintenant comme calculé. « Ça fait trop longtemps », m'avait-il dit. À ce moment-là, je voulais y croire. Les premiers jours étaient agréables. Il posait des questions sur le quartier, sur mes habitudes, sur ma façon de gérer la vie toute seule. Ses préoccupations semblaient sincères. Un soir, lors du dîner, il m'a dit d'un ton presque anodin, « Tu sais, grand-mère, cette maison est vraiment grande pour une seule personne. Tu n'as jamais pensé à déménager dans un endroit plus petit, peut-être un endroit avec un peu d'aide ?» J'avais ri et répondu, « Cette vieille maison et moi, on se comprend bien, on grince un peu, mais on s'en sort. » Mais il n'a pas ri avec moi. Peu à peu, les jours sont devenus des semaines, et la véritable nature de Toby a commencé à se dévoiler. La façade attentionnée s'est fissurée, laissant place à de l'impatience, puis de l'irritation, et enfin, à une hostilité évidente. Il critiquait ma cuisine, se moquait de mon rythme, mettait de la musique à toute heure, fouillait dans mes affaires lorsque je pensais faire une sieste. Un jour, je l'ai surpris en train de fouiller dans mon tiroir à papiers importants. Il m'a dit qu'il cherchait des timbres, mais la façon dont il détournait les yeux m'a laissé sans illusion. Cette nuit-là, je l'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un nommé Luc. « Elle est têtue, mec, elle veut même pas envisager de déménager. J'ai besoin de cet argent, je suis dans une situation critique. » Le lendemain matin, un jeune homme aux cheveux gominés et au sourire artificiel est apparu à notre porte. Luc Palmer, Sunset Homes pour Seniors, s'est-il présenté en me tendant une brochure brillante. « Votre petit-fils m'a dit que vous pourriez être intéressé par nos services. » Je n'étais pas intéressé. « Je suis parfaitement bien ici », lui ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme malgré la trahison qui brûlait dans ma poitrine. À partir de ce moment-là, les choses ont radicalement changé. Toby a abandonné toute prétention de bienveillance. La guerre psychologique a commencé, subtile au début, puis de plus en plus évidente. Les objets que j'utilisais disparaissaient mystérieusement, le thermostat était réglé trop bas l'hiver, trop haut l'été, mes médicaments étaient déplacés juste assez pour me faire douter de ma mémoire. « Tu te trompes, grand-mère », disait-il d'un air faussement inquiet lorsque je le confrontais. « Peut-être que tu as vraiment besoin de plus de soins que ce que je peux t'offrir. » Je n'ai jamais été du genre à me laisser abattre facilement. Mon mari défunt disait que j'avais une colonne vertébrale en acier, enveloppée de coton, douce à l'extérieur, mais indestructible à l'intérieur. Alors, j'ai enduré, espérant qu'à l'intérieur de ce jeune homme cruel, il restait encore le petit-fils que j'avais aimé. Puis un jour, je l'ai trouvé dans ma chambre, tenant mon testament, son visage déformé par la rage. « Une œuvre de charité, tu lèves presque tout pour une œuvre de charité ?» Il a agité le papier devant mon visage. « Et la famille, et moi, Toby », ai-je dit calmement. « Cet argent aidera des centaines d'enfants à obtenir l'éducation dont ils ont besoin, des enfants comme tu l'étais autrefois. »« Je me fiche des enfants des autres », a-t-il répliqué. « J'ai des dettes, grand-mère, de lourdes dettes, des gens qui ne prennent pas un non pour une réponse.
La désespérance dans sa voix m'a glacée. Dans quel genre d'affaires s'était-il embarqué? Cette nuit-là, j'ai écrit un Nouveau Testament. Le matin, les mains tremblantes, non pas à cause de l'âge, mais de la détermination, je me suis rendue au bureau de mon avocat et j'ai officialisé ma décision, tout irait à une œuvre de charité. Pas un sou pour le jeune homme qui s'était révélé être un étranger. Quand je suis rentrée chez moi, Toby m'attendait, avec Luc à ses côtés. « Où étais-tu » m'a-t-il demandé. J'avais quelques affaires à régler, ai-je répondu, refusant de me laisser intimider chez moi. Luc m'a regardé d'un air calculateur. Madame Carter, votre petit-fils est préoccupé par votre état mental. Conduire seul à votre âge, c'est dangereux. Mon état mental va très bien, ai-je répondu fermement. Je crois qu'il est temps que vous partiez. Monsieur Palmer, cette maison est toujours la mienne. Après le départ de Luc, Toby m'a coincé dans la cuisine. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-il hurlé. Je m'occupais à préparer du thé, un rituel apaisant dans une situation loin d'être calme. J'avais pris des décisions concernant mon avenir. C'est alors qu'il a trouvé la copie du Nouveau Testament dans mon sac à main. En lisant le document, son visage est passé de la surprise à l'incrédulité, puis à une rage pure. Il a déchiré le testament sous mes yeux, dispersant les morceaux comme des confettis. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-il crié. « J'ai passé des mois à être gentil avec toi. » Être gentil, ai-je répété, la vérité sur toute notre relation se cristallisant dans ces deux mots. Je me suis tournée pour verser mon thé, essayant de contrôler ma respiration, cherchant des mots qui pourraient encore toucher l'humanité qui pourrait subsister en lui. C'est alors que j'ai senti ses mains sur mes épaules. Il m'a fait pivoter. « J'ai besoin de cet argent », a-t-il grogné. « Et tu es sur mon chemin », la tasse de thé a volé de mes mains, il l'a saisie et a lancé le liquide brûlant dans mon visage. La douleur s'est propagée sur ma peau alors que je tombais. Le monde s'est incliné sur le côté. À travers la brume de la brûlure, je l'ai vu debout au-dessus de moi, sans bouger pour m'aider, un calcul froid dans ses yeux. Et puis, heureusement, l'obscurité est tombée. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre conscience, c'était le bruit des frappes à la porte d'entrée et une voix familière appelant mon nom. Adam, mon vieil ami. Adam était venu me rendre visite, comme il le faisait chaque mercredi après-midi. Alors que l'obscurité m'envahissait, une pensée m'a envahi. Toby laisserait-il entrer Adam ou ferait-il semblant qu'il n'y avait personne, me laissant mourir sur le sol de la cuisine? Je suis revenue à la conscience par fragments. D'abord, l'odeur de désinfectant, puis le bip rythmique des machines. Enfin, la douleur sourde sur mon visage et ma poitrine. J'étais à l'hôpital. Une voix douce, une femme en blouse, m'a appelé, « Madame Carter, pouvez-vous m'entendre? Vous êtes à Mémorial Général. Vous avez été inconsciente pendant presque 2 jours. » Mon esprit peinait à reconstituer ce qui s'était passé. Le thé, la rage de Toby, le testament déchiré, Adam à la porte, Adam. Je murmurais, ma voix rauque, « Est-ce qu'il est ton ami? » Il va bien, répondit la voix de l'infirmière qui ajustait quelque chose à mon intraveineuse. C'est lui qui a appelé l'ambulance. Il est venu plusieurs fois pour vérifier que tout allait bien. Il m'a dit qu'il reviendrait ce soir. Je pris une grande inspiration avant de demander, bien que je n'en ai pas vraiment envie, « Et mon petit-fils » Elle marqua une pause, et son expression se fit plus distante, remplaçant la compassion par de la prudence professionnelle. Il est aussi venu. À cet instant, la porte s'ouvrit, et comme si notre conversation l'avait appelé, Toby apparut. L'infirmière lui lança un regard froid et mesuré, avant de me tourner à nouveau. « Je serai à la station des infirmières, si vous avez besoin de quelque chose, dit-elle, son ton affirmant clairement, si vous avez besoin que je le fasse partir. » Une fois seul, Toby s'approcha de mon lit, prudemment, comme quelqu'un qui aurait approché un animal blessé qu'il aurait lui-même blessé, craintif, non pas de l'animal, mais de confronter sa propre cruauté. « Grand-mère » commença-t-il, sa voix plus faible que d'habitude. Des cernes profonds marquaient ses yeux, et ses vêtements semblaient avoir été portés pendant la nuit. « Les médecins disent que tu vas aller mieux. » Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire? Je savais qu'il m'avait vu m'effondrer sans rien faire. Je savais qu'il m'avait attendu, peut-être espéré que je meure. Il s'assit dans la chaise à côté de mon lit, les mains nerveusement entrelacées dans son ventre. J'ai appelé papa, il essaie de trouver un vol pour revenir, dit-il, mais je pouvais voir qu'il évitait toujours mon regard. Un élan de désir pour mon fils m'envahit. Cela faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. Adam avait raconté au médecin ce qui s'était passé, poursuivit Toby.
Il a dit au médecin ce qui s'est passé, enfin, ce qu'il pense qui s'est passé, que je t'ai blessé. Et toi, je lui répondis, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru, l'as-tu fait? Il redressa brusquement la tête, les yeux grands ouverts, entre la stupeur et la honte. J'étais en colère, je ne voulais pas. Il s'arrêta et avala difficilement. La police veut te parler. Évidemment, pensa TL, agression envers une personne âgée. Mais l'idée de porter plainte contre mon propre petit-fils, de le voir arrêté, peut-être emprisonné, me vidait de toute énergie. Qu'est-il arrivé à toi, Toby, demandai-je à la place. Tu étais un enfant si brillant, si aimant. Où est passé ce garçon-là? Un instant, quelque chose se brisa dans son masque. Ce n'était plus un calcul froid, mais une véritable douleur. Ce gamin a grandi, dit-il, amer. Il est devenu adulte, il a découvert la vraie vie, où personne ne se soucie d'être brillant ou aimant. Si tu ne peux pas payer tes dettes? Quelles dettes, insistai-je. Dans quoi t'es-tu fourré? Il éclata d'un rire brutal, brisé. Qu'est-ce que j'ai pas fait, hein? J'ai commencé avec un investissement sur la crypto-monnaie. Tout le monde se faisait une fortune sauf moi. J'ai tout perdu. J'ai essayé de récupérer l'argent, parier en ligne, j'ai encore plongé plus profond. Puis, j'ai rencontré des gars qui avaient un plan. Ils vendaient des électroniques qui tombaient du camion, tu vois ce que je veux dire? Je savais de quoi ils parlaient. Des objets volés. Ça allait bien jusqu'au moment où... Il désigna vaguement une échymose près de son œil, une marque que je n'avais pas remarquée avant. L'un d'eux a essayé de m'entraîner dans une fraude par carte de crédit, expliqua-t-il. J'ai refusé, mais lui... Il se tut un instant, l'air gêné. Ils ont fait comprendre que ça ne serait pas une option. Alors, ouais. Il baissa la tête, les mains sur ses genoux. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et vite. Alors, tu es venu vers moi, dis-je lentement. Pas pour de l'aide, mais pour ce que tu pourrais prendre. Il baissa les yeux, honteux. Je pensais que ce serait simple, avoua-t-il. Tu es vieille, tu vis seule dans cette grande maison. Je pensais que tu serais contente de déménager dans un endroit plus petit, où des gens s'occuperaient de toi. Je vendrai la maison, je garderai une partie pour mes dettes, je te donnerai le reste. Et quand tu as refusé? Il laissa échapper un soupir. Luc a dit qu'il fallait t'usurper, te faire sentir incapable, effrayé, jusqu'à ce que tu cèdes. La cruauté calculée de ces mots me coupa le souffle. Mon propre petit-fils, conspirant pour briser mon esprit, tout ça pour de l'argent. Sors, soufflai-je. Sors d'ici. Je pressai le bouton d'appel pour l'infirmière. Je ne peux pas te regarder. Après qu'il soit parti, je suis restée allongée là, cherchant à réconcilier l'image du petit garçon qui grimpait sur mes genoux pour trouver du réconfort avec l'homme qui m'avait jeté du thé brûlant au visage, simplement pour de l'argent. Il semblait impossible qu'il soit la même personne. Adam arriva ce soir-là, comme prévu. Son visage marqué par les années portait des signes d'inquiétude. À 75 ans, il avait été le meilleur ami de mon mari et était resté le mien après la mort de Georges. Il apporta des marguerites, mes fleurs préférées, et une compagnie silencieuse mais rassurante. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il en s'installant dans le fauteuil de visiteur. Tu as arrêté de venir aux événements du centre communautaire, tu ne voulais plus me laisser entrer pour prendre un café quand je passais. Puis, il secoua la tête. J'ai entendu des voix qui se disputaient à travers la porte ce jour-là. Il se tourna vers moi. Je suis juste content d'avoir décidé de venir voir comment tu allais. Moi aussi, avouai-je. Il aurait pu me laisser là. Le visage d'Adam se durcit. La police veut une déclaration, Hazel. Ce que ce garçon a fait, c'est criminel. C'est encore mon petit-fils, répondis-je, presque en murmure. Cela ne lui donne pas le droit de te faire ça, rétorqua Adam. De te terroriser dans ta propre maison. Je savais qu'Adam avait raison. Mais l'idée de mettre Toby en prison me semblait être un autre échec. Le mien cette fois, pour ne pas avoir vu les signes plus tôt, pour ne pas avoir trouvé un moyen de l'aider avant que cela n'arrive. Le médecin dit que je peux probablement rentrer chez moi dans quelques jours, dis-je, changeant de sujet. Adam fronça les sourcils. Tu ne peux pas y retourner seul, Hazel. Pas avec lui là. Je ne serai pas seule, répondis-je. Freddy arrive. Le simple fait de mentionner mon fils sembla apaiser un peu les inquiétudes d'Adam, mais il paraissait toujours troublé. Tu devrais rester chez moi jusqu'à son arrivée.
J'ai préparé la chambre d'Amy. Je pris sa main, ce cher ami qui avait montré plus de soin pour moi que ma propre chair et mon sang. Merci, Adam, murmurai-je. Je vais y réfléchir. Cette nuit-là, alors que je dérivais entre le sommeil et l'éveil, une infirmière entra pour vérifier mes signes vitaux. Elle était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux pleins de douceur et une touche rassurante. Ma mère a traversé quelque chose de similaire, dit-elle doucement en ajustant mes oreillers. Son petit ami la faisait se sentir folle, il cachait ses affaires, lui disait qu'elle était trop confuse pour gérer son argent. Cela lui a pris des années pour trouver le courage de partir. Je la regardais, intriguée. Qu'est-ce qui est arrivé ? Elle sourit, son regard rempli de compassion. Elle a recommencé à 0 à 58 ans. Elle a obtenu son diplôme, puis son diplôme en soins infirmiers. C'est pour ça que je suis devenue infirmière. Voir ma mère reconstruire sa vie m'a montré que rien n'est impossible. Elle me serra doucement la main. Ne laisse personne te convaincre que tu es impuissante. Madame Carter, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Ces paroles restèrent gravées en moi longtemps après son départ. Pendant des mois, Toby avait réussi à grignoter ma confiance, me faisant douter de ma mémoire, de ma valeur. Plus maintenant. Le lendemain matin, je demandai à parler à une assistante sociale. Une femme nommée Phoebe arriva, un carnet sous le bras. Son attitude directe était adoucie par un regard compréhensif. « J'ai besoin de connaître mes options, lui dis-je. Et j'ai besoin de savoir comment me protéger. » Elle acquiesça et sortit des brochures sur les ordonnances de protection, les ressources pour abus envers les personnes âgées, et l'aide juridique. « La première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. Une partie de moi se sentait encore coupable, pensant que j'aurais dû voir cela venir, protéger Toby de tout cela. On ne peut pas sauver quelqu'un qui cherche activement à vous faire du mal, dit fermement Phoebe. Votre sécurité doit passer en priorité. Nous parlâmes pendant presque 1 heure de Toby, de ma maison, de mes droits. Lorsque Phoebe partit, un plan commençait à prendre forme dans mon esprit. Cet après-midi-là, Toby revint, se tenant à l'embrasure de la porte comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il devait attendre. Il semblait encore pire qu'avant, parasé, les yeux injectés de sang. « Le vol de papa arrive demain soir, dit-il, avec une hésitation évidente. Il voulait que je te dise. » Je le regardais attentivement, quelque chose en moi souffrait de vouloir le réconforter, de réparer ce qui était brisé en lui. L'instinct maternel, je suppose, qui ne disparaît jamais tout à fait malgré tout ce qui s'est passé. La police m'a interviewé ce matin, dis-je à la place. Son visage pâlit. Grand-mère, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais si tu portes plainte, tu iras en prison, répondis-je. Faire face aux conséquences de tes actes. Je gardai ma voix calme. Donne-moi une raison de ne pas le faire. Il s'effondra dans la chaise, la tête entre les mains. Je n'en ai pas. Ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse. Ce fut la première chose honnête qu'il m'ait dite depuis des mois. J'ai parlé à une assistante sociale aujourd'hui, continuai-je. Elle m'a aidé à comprendre quelque chose d'important, je n'ai pas à choisir entre me protéger et l'aider. Il releva les yeux, la confusion traversant son visage. Je vais demander une ordonnance de protection, Toby, déclarai-je, ma voix ferme. Tu ne seras plus autorisé à entrer chez moi, ni à t'approcher de moi à moins de 30 mètres. Le sang se vida de son visage. Où suis-je censé aller ? Cela dépend de toi. J'ai passé quelques coups de fil. Il y a un programme résidentiel de traitement avec une place disponible. Minimum 6 mois, suivi de l'addiction, formation professionnelle, gestion de la dette. Tu veux que j'aille en cure, répondit-il, incrédule. Je ne suis pas un drogué. Peut-être pas aux substances, mais tu es accro aux solutions rapides. Au jeu, à prendre plutôt qu'à gagner. Je m'avançai légèrement, grimaçant au tiraillement des bandages sur ma poitrine. C'est ton choix. Le programme où je porte plainte pour agression. La colère éclata sur son visage, cette colère familière, dangereuse, avant de céder à autre chose, à la défaite, peut-être, ou à la première lueur de reconnaissance. Et l'argent ? Ton testament, demanda-t-il, sa voix vide. Ce n'est plus ton problème. Il se leva brusquement, arpentant la petite pièce comme un animal en cage. Ces gars-là à qui je dois de l'argent ? Ce ne sont pas des gens patients. Ils ne vont pas attendre 6 mois. C'est pour ça que ton premier arrêt serait le commissariat,
répondis-je calmement. Dis-leur tout ce que tu sais sur ces gens, la fraude par carte de crédit, tout. Ils pourront te protéger. Tu veux que je dénonce? Il semblait paniqué. Maintenant, ils vont me tuer. Alors tu ferais bien d'espérer que la police les arrête avant. Je soutenais son regard, refusant de fléchir. Ce sont tes options, Toby. Le traitement et la coopération, ou je porte plainte. Il me fixa longtemps, comme s'il me voyait enfin clairement après des mois. Pas comme un obstacle, pas comme un moyen d'atteindre un but, mais comme quelqu'un capable de tenir bon. Je vais y réfléchir, dit-il finalement, reculant vers la porte, saisissant la poignée. Je l'appelai une dernière fois, Toby. Il s'arrêta, se retournant. Je ne te déteste pas, murmurai-je. Mais je ne te fais plus confiance. Pas maintenant. Si tu veux que ça change, tu devras le mériter. Et ça commence par faire le bon choix maintenant. Après son départ, je fermai les yeux, épuisée par l'affrontement, mais curieusement plus légère. Pendant des mois, j'avais réagi, m'étais retirée, tentant de survivre à ses manigances. Maintenant, enfin, je reprenais le contrôle. Mon téléphone vibra avec un message. Numéro inconnu, je suis à l'aéroport. Je viens vers toi aussi vite que je peux. Tiens bon, maman. Je t'aime. Freddy. Mon fils rentrait enfin à la maison. Des larmes me montèrent aux yeux, et je pressai le téléphone contre ma poitrine. Puis, juste au moment où je me permettais de ressentir un brin d'espoir, un autre message arriva, celui d'Adam, et il glaça le sang dans mes veines. Je viens de passer devant chez toi pour vérifier les choses. Porte d'entrée grande ouverte, signe d'effraction. La police est en route. Ne t'inquiète pas, on gère ça. Repose-toi et récupère. Quelqu'un était entré chez moi. Une suspicion naquit en moi, une intuition malsaine sur l'identité de l'intrus et ce qu'il cherchait. L'hôpital me laissa sortir l'après-midi suivant. Contre l'avis médical peut-être, mais je ne pouvais pas supporter une autre nuit dans cette chambre stérile pendant que des inconnus fouillaient chez moi. Adam insista pour me conduire. Ses protestations inquiètes disparurent lorsqu'il vit la détermination dans mes yeux. « Laisse-moi au moins rester avec toi », dit-il en roulant dans mon allée. Juste jusqu'à ce que Freddy arrive. Je hochai la tête, trop fatiguée pour discuter, secrètement reconnaissante de sa compagnie. Des rubans jaunes de police barraient ma porte comme un avertissement. À l'intérieur, la dévastation était pire que ce que je redoutais. Tous les tiroirs renversés, les armoires ouvertes, mes affaires soigneusement rangées éparpillées sur le sol et les meubles. Même les photos encadrées qui ornaient le couloir avaient été arrachées des murs, leurs verres brisés sous mes pieds. Il cherchait quelque chose, dit Adam d'une voix calme, me regardant naviguer dans le chaos. Mon testament, répondis-je. Ou quelque chose de précieux qu'il pouvait vendre. L'officier qui nous accueillit, l'officier Brown, selon son badge, confirma mes soupçons. Des voisins ont signalé avoir vu 2 hommes. L'un correspond à la description de votre petit-fils. L'autre, d'après ce que disent les témoins, semble être l'agent immobilier dont vous avez parlé, Luc. Je crachais presque son nom, amer. Tobias Frien. Elle acquiesça et écrivit quelque chose dans son carnet. On les recherche tous les 2. En attendant, y a-t-il un autre endroit où vous pouvez rester, jusqu'à ce que nous sécurisions les lieux? Je fis le tour de ma maison violée, la maison où j'avais élevé mon fils, pleuré mon mari, et bâti des décennies de souvenirs. Une fatigue profonde se posa sur mes os. Elle reste avec moi, intervint Adam fermement. J'ai une chambre d'amis prête. On doit juste récupérer quelques affaires. Je n'eus pas la force de protester. L'idée de dormir ici seule, entourée de verres brisés et de la présence persistante de la trahison de Toby, était plus que je ne pouvais supporter. Alors que je préparais un petit sac de voyage, mes doigts effleurèrent quelque chose de dur, caché sous la commode de ma chambre. Une petite boîte métallique, la vieille boîte à argent de George, l'une des rares choses que j'avais conservées après sa mort. À l'intérieur, l'original de mon testament, intact et sécurisé. Il ne l'avait pas trouvé après tout. L'officier Brown prit la boîte pour la garder en sécurité, promettant de me la rendre une fois la scène traitée. Alors qu'Adam me guidait vers sa voiture, une étrange sensation de désorientation m'envahit. Pendant 43 ans, cette maison avait été mon sanctuaire. Maintenant, elle ressemblait à une scène de crime, exposée et vulnérable, ne m'appartenant plus. Ce n'est qu'une maison, Hazel, dit Adam doucement, comme s'il lisait dans mes pensées. Les souvenirs viennent avec toi.
Ces mots étaient gentils, mais je ne pouvais m'empêcher de penser, si ma maison pouvait être violée aussi facilement, qu'est-ce que je pourrais encore perdre? La maison d'Adam se trouvait à l'orée de la ville, entourée de vieux chênes et d'un jardin qui fleurissait même en fin d'automne. La chambre d'Amy était petite, mais cosy, avec des couvertures faites main et une fenêtre qui captait la lumière du matin. Pour la première fois depuis des mois, je dormis sans peur. Le matin, alors qu'Adam et moi partagions un café sur sa terrasse, mon téléphone sonna, Freddy. « Maman, ça va ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Je viens d'atterrir. » La police m'a appelé au sujet de l'effraction. Sa voix, si familière malgré les années et la distance, fit sauter quelque chose en moi. Les larmes que je retenais depuis l'hôpital coulèrent librement, brisant mes phrases éparpillées. Je lui racontai tout, la manipulation de Toby, l'abus grandissant, l'agression, l'ultimatum que je lui avais donné. « Je suis tellement désolée, maman, » dit Freddy, sa voix épaisse d'émotion. « J'aurais dû être là. J'aurais dû savoir ce qui se passait. »« Comment aurais-tu pu savoir ?» répondis-je en essuyant mes yeux. Je ne l'ai même pas vu moi-même, jusqu'à ce que ce soit presque trop tard. Il y eut une pause douloureuse. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire au sujet de Toby. À propos de pourquoi il avait tant besoin d'argent. » La confession qui suivit brisa le peu d'illusions qu'il me restait. Freddy avait eu des problèmes financiers pendant des années. Des investissements ratés, des dettes accumulées. Il avait emprunté de l'argent à des usuriers, mettant en garantie la maison familiale. Quand il n'a pas pu rembourser, il s'est enfui à l'étranger, laissant son fils faire face aux conséquences. Toby avait reçu des menaces pendant des mois. Des messages désespérés, exigeant qu'il rembourse les dettes de son père. « Tu vois, maman, » conclut Freddy, sa voix vide de honte. « C'est ma faute, pas la tienne. Pas entièrement celle de Toby. » Je fermai les yeux, absorbant cette nouvelle réalité. 3 générations liées par des secrets, de la honte et de la peur. « Où es-tu maintenant ?» demandai-je. « Au commissariat. Ils ont retrouvé Toby hier soir. » Mon cœur fit une embardée. « Est-ce qu'il... » « Il est vivant, à peine. » Freddy fit une pause. « Ces hommes à qui il devait de l'argent l'ont rattrapé après qu'il soit entré chez toi. La police l'a trouvé derrière ce bar de Maple Street. Il a été assez mal battu. » Le monde sembla se pencher sur son axe. Malgré tout, l'idée que Toby ait été blessé fit monter en moi quelque chose de primal et de protecteur. « Où est-il maintenant ?» demandai-je, ma voix tremblante. « À l'hôpital du comté, sous garde policière. Il va aller bien physiquement, mais il fait face à des accusations graves, maman. Effraction, maltraitance d'une personne âgée, agression. » La voix de Freddy se brisa. « Je vais aller le voir maintenant. Puis je viendrai te voir. » Adam m'a envoyé l'adresse de l'hôpital. Après avoir raccroché, je suis restée là, silencieuse, pendant un long moment, regardant les feuilles tomber des chaînes d'Adam. « Tu penses aller le voir, n'est-ce pas ?» demanda Adam doucement. Je hochai la tête. « C'est toujours mon petit-fils, Hazel. » Adam prit ma main, son expression marquée par la douleur. « Après tout ce qu'il a fait ?»« Je sais ce qu'il a fait, » l'interrompis-je doucement. « Mieux que quiconque. Je ne vais pas excuser ce qui s'est passé ni prétendre que cela n'a pas eu lieu. » Je serrai ses doigts dans les miens. « Mais j'ai besoin de le voir pour comprendre, peut-être pour trouver une sorte de clôture. » Adam me regarda longuement, puis acquiesça à contre-cœur. « Je vais te conduire. » À l'hôpital, un policier se tenait devant la porte de la chambre de Toby. À l'intérieur, mon petit-fils était allongé, pâle, sur des draps blancs. Son visage était tellement meurtri qu'il était presque méconnaissable. Une perfusion de 4 coulait lentement dans son bras. Lorsqu'il me vit, ses yeux enflés s'écarquillèrent de choc. « Grand-mère ?» Sa voix était un murmure rauque. Je m'approchai prudemment, le souvenir de sa rage encore vif dans mon esprit. « Le médecin dit que tu vas te rétablir, » lui dis-je. Il tenta de hocher la tête, mais grimaça sous l'effort. « Pourquoi tu es là ?» C'était une question juste. Pourquoi étais-je venu pour l'affronter? Pour lui pardonner, ou simplement pour voir de mes propres yeux ce qu'était devenu ce garçon que j'avais tant aimé? « J'ai parlé à ton père, » répondis-je. Au lieu de répondre, il me parla des dettes, de pourquoi il avait besoin d'argent. La honte traversa son visage meurtri. « Cela ne justifie pas ce que je t'ai fait, » dit-il, la voix brisée. « Non, » répondis-je, « ça ne justifie pas. » Une larme glissa sur sa joue. « Je suis désolée, grand-mère.
Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. Quand ces gars m'ont retrouvée, tout ce que je pouvais penser, c'était que je le méritais, pour ce que je t'avais fait. Je l'observais attentivement, cherchant des signes de manipulation, de la performance calculée à laquelle je m'étais habituée. Mais tout ce que je vis, c'était de la douleur brute et un véritable remords. La police dit que tu fais face à des accusations graves, dis-je finalement. Il ferma les yeux. Je sais. Tu te souviens du choix que je t'ai donné auparavant, demandai-je. Traitement ou poursuite judiciaire. Il hocha légèrement la tête. Cette option est toujours sur la table, poursuivis-je. Si tu acceptes de suivre le programme résidentiel, de témoigner contre Luc et les hommes qui t'ont fait ça. Ses yeux s'ouvrirent, l'incrédulité se mêlant à une fragile lueur d'espoir. Après tout ce qui s'est passé, tu m'aiderais encore ? Je pris le verre d'eau sur la table de chevet, l'aidant à en boire une petite gorgée avant de répondre. Je ne fais pas ça pour toi, Toby, dis-je doucement. Je le fais pour ce petit garçon que je connaissais, celui que je crois toujours être là, quelque part. En posant le verre, mes doigts effleurèrent quelque chose de familier, caché sous son oreiller. Un petit livre usé à la couverture bleue décolorée. La collection de contes de fées que je lui avais lus quand il était enfant. Le seul objet qu'il semblait avoir pris lorsqu'il avait fui ma maison. Nos regards se croisèrent, un instant de reconnaissance s'échangeant entre nous. Puis la porte s'ouvrit et Freddy entra. L'expression sur le visage de mon fils, alors qu'il regardait de moi à son enfant blessé, était un mélange complexe de culpabilité, de chagrin et de quelque chose d'autre, un désir désespéré de tout réparer. Père et fils se retrouvaient enfin après des années. Je sortis discrètement, leur offrant l'intimité nécessaire pour commencer leur propre réconciliation douloureuse. Dans le couloir, Adam attendait, l'inquiétude marquée sur son visage. « Ça va ?» me demanda-t-il. Je n'étais pas sûre de comment répondre. En quelques jours, mon monde avait été bouleversé. Ma sécurité menacée, ma confiance trahie. Et pourtant, en me tenant là, dans ce couloir d'hôpital stérile, quelque chose d'inattendu se réveillait en moi. Les premières racines timides de l'espoir prenaient racine dans un sol brisé. « Non », répondis-je enfin. « Mais je pense qu'un jour, je pourrais l'être. » Ce que je ne lui dis pas, ce que je ne pouvais pas encore formuler, c'était la décision qui se formait dans mon esprit. Une décision concernant ma maison, mon testament et la vie que je voulais reconstruire à partir de ces morceaux brisés. Une décision qui allait tout changer. Les jours suivants se confondirent dans un tourbillon de déclarations de police, de réclamations d'assurance et de conversations difficiles. Freddy resta chez Adam, dans sa maison, dormant sur le canapé-lit, malgré les protestations d'Adam que cela risquait de lui abîmer le dos. Chaque matin, les trois de nous partagions un café sur la terrasse, observant l'aube se lever sur le jardin dans un silence complice. C'est lors d'un de ces matins tranquilles, exactement une semaine après l'effraction, que je finis par exprimer la décision que j'avais longuement mûrie. « Je vais vendre la maison », annonçai-je. Les deux hommes se tournèrent vers moi, la surprise évidente sur leur visage. « Tu es sûr ?» demanda Freddy avec précaution. « Ça fait 43 ans que c'est ta maison. »« Oui », répondis-je simplement. Et je l'ai aimée. Mais maintenant ? Je marquai une pause, cherchant les bons mots. Maintenant, ça ressemble à un musée de souvenirs, à la fois bon et douloureux. Je ne veux pas vivre entouré de rappels de ce qui s'est passé. Adam acquiesça lentement. Où vas-tu aller ? Je pris une profonde inspiration. Il y a un petit complexe d'appartements pour seniors, sur Cedar Street. Logement indépendant, mais avec une communauté. J'ai visité hier, pendant que vous répariez ma voiture. Freddy sembla blessé. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que j'avais besoin de prendre cette décision pour moi, répondis-je doucement. Pas en fonction de ce que vous pensiez être le mieux pour moi. La compréhension éclaira ses yeux. Pendant trop longtemps, d'autres avaient essayé de décider de mon avenir. Toby avec ses brochures pour maison de retraite. Luc avec son discours de vente manipulateur. Ce choix était le mien, et le mien seul. Et Toby, demanda Freddy, la question que nous avions tous évitée. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma visite à l'hôpital. Toby avait été libéré sous garde policière et se trouvait maintenant en prison, attendant son audience. Le procureur de la République avait accepté de considérer un programme de réinsertion, au lieu d'une peine de prison, mais seulement si j'y consentais. J'ai parlé à son avocat commis d'office, dis-je. Je suis prête à soutenir l'option du traitement, mais avec des conditions. Il doit s'engager à suivre le programme complet de 6 mois,
faire preuve de transparence financière, avoir des suivis réguliers avec un agent de probation. Je marquais une pause, le plus difficile à dire. Et j'ai besoin de temps et d'espace. Pas de contact, à moins que je n'initie cela. C'était une frontière douloureuse à poser, mais nécessaire. Quelle que soit la guérison qui pourrait se produire entre nous, elle ne pourra commencer que lorsque Toby assumera ses actes, et que je traiterai mon propre traumatisme. Freddy prit ma main. Je comprends. Et je soutiens tout ce que tu décides. Il avala difficilement, la voix étranglée. Maman, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là, de vous avoir laissé toutes les deux faire face à mes erreurs. Nous avons tous des regrets, Freddy. La question est, que faisons-nous maintenant? Plus tard dans l'après-midi, alors qu'Adam me conduisait pour rencontrer un agent immobilier, je me surpris à regarder ma ville avec de nouveaux yeux. La boulangerie où j'achetais les gâteaux d'anniversaire de Toby. Le parc où je lui avais appris à faire du vélo. Le centre communautaire où je menais des clubs de lecture depuis des années. Avant l'arrivée de Toby, c'était devenu trop honteux de retrouver mes amis. Tu pourrais recommencer à venir au centre, dit Adam en suivant mon regard. Tout le monde te demande. Je ne suis pas sûre d'être prête pour toutes ces questions. Ce sont tes amis, Hazel. Ils se soucient de toi. Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. L'isolement m'avait rendu vulnérable à la manipulation de Toby. La communauté pourrait être ma plus grande protection contre tout mal futur. Peut-être que je commencerai par le groupe de café du jeudi matin, dis-je, faisant un petit pas. Adam sourit, une chaleur dans les yeux qui me fit me sentir à la fois réconfortée et étrangement nerveuse. Petit pas, acquiesça-t-il. L'agent immobilier, une femme énergique nommée Marion, nous retrouva chez moi. Le ruban de police avait disparu et Adam m'avait aidé à nettoyer les pires dégâts, mais la maison semblait toujours blessée d'une certaine manière. Le marché est bon en ce moment, dit Marion alors que nous parcourions les pièces. 3 chambres, quartier bien établi, bonnes écoles. Je pourrais la vendre en un mois. Je hochai la tête, essayant de me concentrer sur les détails pratiques plutôt que sur l'émotion menaçant de tout engloutir. Dans la cuisine, là où Toby avait jeté le thé, là où je m'étais effondrée, je m'arrêtai. Ça va, demanda doucement Adam. Oui, répondis-je, me surprenant moi-même en voulant dire la vérité. Cette maison a vu 43 ans de vie. Parfois merveilleuse, parfois terrible. Mais ce ne sont que des murs et des sols, au final. Les souvenirs, bons ou mauvais, je les porte avec moi. Marion, sentant le moment, s'excusa pour passer des appels sur la terrasse. Tu es remarquable, Hazel, dit Adam une fois que nous étions seuls. La plupart des gens auraient été brisés par ce que tu as vécu. J'ai eu mes moments, admis-je. Mais je refuse d'être défini par la pire chose qui m'est arrivée. Il prit ma main, son geste hésitant mais chaleureux. J'ai voulu te dire quelque chose depuis un moment maintenant, commença-t-il. Il y avait une émotion dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une vulnérabilité mêlée de détermination. George et moi, on parlait souvent. Commença-t-il, sa voix un peu hésitante. Tu sais, de ce qui arriverait si l'un de nous partait en premier. Il m'a fait promettre de prendre soin de toi. Il s'arrêta un instant. Pas que tu aies besoin qu'on prenne soin de toi, ajouta-t-il rapidement. Mais d'être là, en tant qu'ami. Tu as tenu cette promesse, dis-je. Plus que je ne l'aurais cru, dit-il, ses yeux croisant les miens, sincères et un peu nerveux. Ce n'était plus juste une promesse à George, depuis longtemps. Depuis des années maintenant, c'est parce que... Il s'arrêta, semblant chercher le courage. Parce que je tiens à toi, Hazel. Plus que comme une simple amie. La confession suspendue entre nous semblait inattendue, et pourtant d'une manière ou d'une autre, elle ne m'étonnait pas du tout. Dans cette cuisine silencieuse, là où tant de souffrances s'étaient produites, quelque chose de nouveau et de tendre commençait à prendre racine. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone sonna. Maman, dit Freddy, sans préambule, la voix tendue d'émotion. L'audience de Toby vient de se terminer. Le juge a approuvé le programme de diversion. Il sera transféré au centre de traitement demain. Un soulagement m'envahit. Tu l'as vu? Comment il va? Subjugué. Il est honteux, mais je pense qu'il est reconnaissant d'avoir cette chance. Freddy marqua une pause. Il m'a demandé de te dire quelque chose. Il a dit à grand-mère que je vais regagner sa confiance, même si ça me prend toute ma vie. Les mots se déposèrent dans mon cœur, non pas comme une bombe, mais comme une première petite pierre, un début, dans une fondation qui pourrait un jour être reconstruite.
Je raccrochai et me tournai vers Adam, qui attendait patiemment, son regard interrogateur. Bonne nouvelle, lui dis-je. Toby va suivre un traitement. Il acquiesça, le soulagement visible sur son visage. Et l'autre chose, demanda-t-il, se souvenant de ce que j'avais dit plus tôt. Je regardai la cuisine une dernière fois, l'espace où ma vieille vie s'était effondrée, et pris une nouvelle décision. Faisant un pas en avant, je posai ma main sur sa joue. Je pense, dis-je doucement, qu'il est temps pour nous deux d'arrêter de vivre dans le passé. Le sourire qui s'épanouit sur son visage était comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages. Alors que nous quittions la maison, Marion s'approcha, des papiers en main. Alors, Madame Carter, dit-elle, on la met en vente ? Je signai les formulaires d'une main ferme, chaque signature un pas vers mon nouveau départ. Mais, alors que je rendais le stylo, un message arriva qui me glaça le sang. Les hommes qui ont blessé Toby sont toujours en liberté. Ils savent qui tu es. Luc. Le message de Luc brisa la paix momentanée que j'avais trouvée. Mes mains tremblaient alors que je montrais le téléphone à Adam, dont l'expression se durcit immédiatement. Il faut appeler la police, dit-il en sortant déjà son téléphone. Je hochai la tête, mais une prise de conscience plus profonde s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas fini. Peut-être que ça ne le serait jamais tant que Luc resterait libre. Les 24 heures suivantes se passèrent dans un tourbillon de déclarations de police et de mesures de sécurité. La détective Rivera, une femme pragmatique avec des yeux pleins de compassion, prit en charge l'affaire. Nous essayons de localiser Luc Palmer depuis l'effraction, expliqua-t-elle, alors que nous étions assis dans le salon d'Adam. Il est recherché pour plusieurs escroqueries immobilières frauduleuses ciblant des personnes âgées. Ce n'est pas seulement son implication avec votre petit-fils. Pensez-vous que la menace est crédible ? Demanda Freddy, son bras protecteur autour de mes épaules. Il faut supposer que oui, répondit Rivera. Ces usuriers ne plaisantent pas. Mais il faut aussi considérer que Palmer pourrait essayer de manipuler à nouveau Madame Carter, espérant qu'elle abandonne les charges par peur. Dans tous les cas, la police avait augmenté les patrouilles autour de la maison d'Adam et m'avait conseillé de ne pas retourner seul chez moi. Ils avaient aussi posté un officier à l'établissement de traitement où Toby serait transféré le lendemain. Cette nuit-là, je dormis à peine. Les paroles de Luc résonnaient dans ma tête, ils savent qui tu es. L'implication était claire, ma sécurité était désormais liée au monde criminel dans lequel Toby s'était empêtré. À l'aube, épuisé par l'inquiétude, je pris une décision. Il me fallait voir Luc, regarder dans les yeux de l'homme qui avait aidé à orchestrer mes abus et menaçait maintenant ma famille. Pour comprendre ce à quoi nous faisions vraiment face. Quand je racontai mon plan à Freddy et Adam au petit déjeuner, ils s'y opposèrent vigoureusement. Absolument pas, dit Freddy. C'est trop dangereux. Il est manipulateur et désespéré. Tu ne peux rien lui faire confiance, ajouta Adam. Il faut se méfier de tout ce qu'il dit. Je ne suggère pas de le rencontrer seul, précisai-je. Je veux que la détective Rivera organise cela. À la station de police, avec des officiers présents. Ils échangèrent des regards inquiets. Maman, pourquoi te soumettre à cela ? Demanda Freddy, doucement. Je réfléchis soigneusement à sa question avant de répondre. Parce que j'en ai marre d'avoir peur, d'être une victime. Pendant des mois, j'ai laissé Toby et Luc me faire sentir impuissante dans ma propre maison. Je ne vais pas laisser Luc reprendre ce pouvoir. À ma surprise, c'est Adam qui acquiesça finalement, comprenant. Tu as besoin de reprendre le contrôle de ta vie, dit-il. Je comprends. Mais on vient avec toi. La détective Rivera, bien qu'hésitante au départ, accepta finalement ma demande. Ils cherchaient à localiser Luc de toute façon, et maintenant, ils auraient un moyen de le faire sortir. Nous établirons des paramètres stricts, me rassura-t-elle. La rencontre sera surveillée. Si à tout moment tu te sens mal à l'aise, il suffit de dire jardin et nous mettrons fin à l'entretien immédiatement. 2 jours plus tard, assise dans une petite salle d'interrogatoire à la station de police, j'attendais nerveusement. Adam et Freddy observaient derrière un miroir sans teint, accompagnés de Rivera et d'un autre détective. La porte s'ouvrit et Luc entra, escorté par 2 officiers. Il ne ressemblait en rien à l'agent immobilier sûr de lui et bien habillé, qui m'avait autrefois tendu des brochures luisantes pour des maisons de retraite. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une chemise froissée et un jean, des cernes sous les yeux et une barbe de plusieurs jours recouvrant sa mâchoire. « Madame Carter, dit-il, la surprise évidente dans sa voix, en s'asseyant en face de moi. Je ne m'attendais pas à vous voir ici.
J'ai reçu ton message, répondis-je d'une voix calme. À propos des hommes qui ont blessé Toby. Une lueur traversa son visage. Peut-être un triomphe, à savoir que son message avait fait son effet. Alors, tu comprends le danger dans lequel tu es, dit-il, se penchant en avant, baissant la voix. Ces gars-là ne rigolent pas, Madame Carter. Ils veulent leur argent. Et ils pensent que Toby l'a caché chez toi. Il n'y a pas d'argent. Toby est venu me voir parce qu'il avait besoin d'argent, pas parce qu'il en avait. L'expression de Luke changea soudainement. Peut-être, mais ils ne le savent pas, il rit d'un rire rude, sans humour. Tu penses qu'il me croirait? Je suis juste l'intermédiaire. C'est moi qui ai présenté Toby à ces gars quand il était désespéré. C'est tout, pour une part des bénéfices. Je le regardais fixement, cet homme qui avait aidé mon petit-fils à me terroriser, qui avait vu ma vulnérabilité comme une opportunité d'exploitation. Que veux-tu, Luke? Pourquoi me contacter maintenant? Il hésita un instant, avant de laisser apparaître une fissure dans son masque. J'ai besoin de disparaître un moment. Ces gars-là, ils me tiennent responsable de ce que Toby a dit aux flics. J'ai besoin d'argent pour m'enfuir, recommencer ailleurs. Enfin, la vérité émergea. Ce n'était pas pour me protéger. C'était pour se sauver lui-même. Alors c'est ça, dis-je tranquillement. Tu pensais qu'en me faisant peur, je te paierais pour que tu t'en ailles. Ce n'est pas seulement l'argent, insista-t-il, un brin de désespoir dans la voix. Ils cherchent vraiment à te retrouver. Je pourrais t'aider, leur dire que tu n'as pas ce qu'ils veulent, en échange de 20 000 $, juste de quoi me faire partir et recommencer quelque part. Je laissai échapper un petit sourire triste. Tu n'as pas changé, hein? Toujours à chercher la solution facile. Toujours prêt à exploiter les autres pour y arriver. Il serait dit. Tu ne comprends pas les types avec qui on deal. Oh, je crois que je comprends, répondis-je. Je me levai, lissant ma jupe de mes mains désormais calmes. La police sait déjà tout à leur sujet, grâce à la coopération de Toby. Ils bâtissent un dossier en ce moment même. La panique se peignit sur son visage. Tu ne... Il se redressa précipitamment. Cette réunion est terminée, Luke. Je suis venu ici pour voir s'il y avait un fond de vérité dans tes menaces, s'il y avait une véritable inquiétude pour les dégâts que tu as contribué à causer. Je secouai la tête. Mais ce n'est que plus de manipulation. Plus de mensonges. Alors que je tournais les talons pour partir, il appela après moi, sa voix montant. Tu fais une erreur, ils savent où te trouver. Je m'arrêtai à la porte, me retournant une dernière fois. Jardin, dis-je clairement, signalant à Rivera que j'avais terminé. Les détectives entrèrent immédiatement, informant Luke qu'il était accusé d'extorsion, de complot et de maltraitance envers une personne âgée. Alors qu'il lui lisait ses droits, je sortis sans me retourner. Dans le couloir, Freddy et Adam m'attendaient, l'inquiétude marquée sur leur visage. Ça va, demanda Freddy, me prenant dans ses bras. Mieux que ça, répondis-je, et je le pensais. Génial. 2 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement, plaçant une photo encadrée sur la cheminée. Ce n'était pas une photo de Toby ni de Freddy, mais de moi, dans le jardin communautaire où j'avais commencé à m'impliquer. De la terre sur mes mains et un sourire sur mon visage. L'appartement était plus petit que ma maison, mais il semblait juste, lumineux et ouvert, avec des fenêtres qui captaient la lumière du matin et des voisins qui venaient régulièrement prendre des nouvelles. J'avais gardé uniquement les objets qui me donnaient de la joie, faisant don du reste. La vente de ma maison s'était conclue rapidement, et les fonds étaient désormais en sécurité, investis pour mon avenir. Une petite portion avait été allouée à un fonds récemment créé pour le refuge pour femmes, ma façon d'aider d'autres personnes qui pourraient traverser ce que j'avais enduré. Toby était toujours en traitement. Selon ses conseillers, ses progrès étaient réguliers. Nous échangions des lettres, lui, plein de remords et d'espoir prudent, et moi, l'encourageant mais restant clair sur les limites dont j'avais besoin. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Freddy avait prolongé son séjour, louant un petit appartement non loin de là et trouvant un travail en tant que consultant. Notre relation se réparait aussi, renforcée par des conversations honnêtes sur le passé et des repas partagés, où nous redécouvrions le plaisir d'être simplement ensemble. Les hommes qui avaient menacé Toby étaient maintenant en garde à vue. Leur organisation avait été démantelée grâce à une enquête policière qui s'étendait sur 3 États. Luke avait accepté un accord de plaidoyer, fournissant des preuves contre eux en échange d'une peine réduite. La peur qui m'avait poursuivi pendant des semaines s'était progressivement dissipée, comme une marée qui se retire.
Et puis il y avait Adam. Notre relation avait fleuri lentement, prudemment, tous deux conscients de l'amitié que nous ne voulions pas perdre. Les promenades du week-end le long de la côte, les soirées cinéma du mardi, sa main trouvant la mienne tandis que nous traversions le marché fermier. Prête, demanda-t-il, apparaissant dans mon cadre de porte, un panier de pique-nique en main. C'était notre 3e anniversaire. Pas de notre rencontre, bien sûr, mais de ce moment dans ma cuisine où tout avait changé. Je répondis en ajustant une dernière fois la photo. Il vint se tenir à mes côtés, observant l'image. Tu sembles heureuse. Je suis heureuse, dis-je simplement, alors que nous partions pour notre pique-nique. Je verrouillai ma porte, un geste simple que je ne tenais plus pour acquis. Le couloir était rempli des sons de la vie de mes voisins, de la musique, des enfants qui rendaient visite, le club de lecture qui se réunissait dans la salle communautaire. Dehors, le printemps explosait dans un chaos de couleurs et de renouveau. Je pris une profonde inspiration, savourant l'odeur des commencements frais. Tu sais, dis-je, alors qu'Adam prenait ma main, j'ai pensé à écrire mon histoire. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres femmes qui pourraient vivre quelque chose de similaire. Il sourit. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ta force pourrait aider tellement de gens. La force. Un mot si simple pour un parcours si complexe. J'avais été brisée, oui. Mais dans cette brisure, j'avais découvert des parts de moi que je ne connaissais pas. Les morceaux que j'avais rassemblés et reconstruits étaient plus forts là où ils avaient été réparés, comme dans l'art japonais du kintsugi, qui répare la poterie avec de l'or. Alors qu'Adam et moi marchions vers le parc, je sentais la chaleur du soleil sur mon visage et je pensais, c'est ça, la survie. Pas juste exister après un traumatisme, mais reconstruire quelque chose de nouveau et de beau à partir des morceaux brisés. Je m'appelle Hazel, et voici ma vie désormais, récupérée, reconstruite, et enfin, véritablement mienne.